allons parler ce soir d'Aristote. La première chose qu'il faut savoir avant tout, c'est que nous n'avons pas hérité les textes, les originaux d'Aristote, même très loin, disons, les textes que nous avons hérités. Et parce que ce qui était curieux, c'est qu'Aristote est mort en 322, avant l'ère chrétienne, bien entendu. Et puis, il avait publié, il a fait sortir, donc à l'époque où il était élève de Platon, et il avait sorti donc des dialogues. Et d'après ce qui semble, il y avait une vingtaine de dialogues qui ont disparu. Bien entendu, avec les bibliothèques de la Méditerranée du Nord et de la Méditerranée du Sud. Et essentiellement, bien entendu, à la fin, avec la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie en 642 de l'ère chrétienne. Et donc, Aristote, en réalité, il avait sorti ces dialogues et d'autres textes, d'après ce qui semble, mais à sa mort en 322, et il a laissé son œuvre fondamentale qui était écrite, il a laissé donc à son héritier, à Théophraste, son héritier, et qui va être donc le recteur du lycée à ce moment-là. Il va y en avoir une suite, bien entendu, de recteurs. Mais le fait est que son œuvre, ce qui était curieux, l'œuvre écrite qu'il a laissée, donc bien entendu, qui est la partie que nous connaissons actuellement, curieusement, parce que la partie antérieure, la partie précédente, par exemple les dialogues concrètement, nous n'avons pas hérité, nous avons hérité de quelques petits morceaux, quelques petits passages, etc. C'est rien du tout. D'après ce qui semble, d'après Cicéron, qui est mort en moins 43, les dialogues d'Aristote étaient beaucoup plus beaux que les dialogues de Platon. Ce qui veut dire quelque chose d'absolument incroyable, parce que les dialogues de Platon sont d'une beauté extraordinaire, et donc penser qu'il pouvait y avoir des dialogues beaucoup plus beaux que ça, et c'est Cicéron. Et ce qui est curieux, c'est que Cicéron, qui est mort en moins 43, comme je viens de l'expliquer, et il n'a pas connu les textes que nous connaissons, parce que les textes que nous connaissons, c'est-à-dire l'œuvre qui était destinée, en réalité, a été publiée plus tard, qui n'a pas publié, parce que lui faisait la différence entre les écrits destinés aux personnes qui s'intéressaient à ces cours et les écrits destinés aux spécialistes, à ceux qui suivaient réellement ces cours. Et donc, il n'a pas publié ces textes. Ces textes ont été mis par la suite donc, dans une cave et totalement oubliés pendant quelque chose comme 270 ans. Donc, presque 3 siècles. Et c'est donc... donc d'Hérode précisément, donc le 10e Andrinokes d'Hérode précisément, et le 10e recteur autour de moins 58, moins 47, il fut recteur donc pendant cette période. C'est à ce moment-là où il va commencer à publier les textes, les célèbres textes, donc bien entendu la politique, bien entendu l'éthique à Nicomaque, etc., et la métaphysique, la physique, la logique, etc., Donc tous les textes que nous avons hérités. Il va commencer à les publier. D'après ce qui semble, lorsque Sylla, l'empereur romain, qui est mort en 87, moins 87, et lorsqu'il est passé par Athènes, il semble qu'il a demandé à ce que l'œuvre d'Aristote, qu'il ne connaissait pas du tout, bien entendu, et doit soit amené à Rome. Et ce qu'on a amené à Rome, d'après ce qui semble, parce que Cicéron connaissait, parce que Cicéron est mort en moins 43, comme je viens de l'indiquer, et donc il connaissait les dialogues, mais il ne connaissait pas donc les textes que nous connaissons maintenant. Donc c'est l'œuvre accomplie d'Aristote, c'est-à-dire le travail qu'il avait écrit pendant qu'il était donc le recteur du lycée, de l'école qu'il va fonder. De telle sorte que lorsque nous regardons par exemple actuellement un texte qui a pris une importance absolument impressionnante, qui est la politique d'Aristote et les 3 éthiques curieusement, mais essentiellement la politique d'Aristote, nous nous rendons compte qu'il y a des textes qui ne correspondent pas à la logique de cet écrit, qu'il y a quelque chose à part.
bien entendu, et il faut savoir une chose, c'est que la politique ne sera pas lue pendant longtemps, indépendamment du fait qu'elle va être publiée donc dans les moins 50, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est à cette époque-là où elle va arriver, cette œuvre que nous connaissons d'Aristote, va arriver à la bibliothèque d'Alexandrie et sans doute dans les autres grandes bibliothèques de la Méditerranée, comme par exemple Athènes, et Rome, etc., etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y avait sans doute les textes d'Aristote, donc à partir de ce moment-là, Andrinokos de Rhodes, précisément, va donc les publier et ils vont recevoir. Mais ce qui est curieux, c'est que la politique n'intéresse pas à l'époque. Ce qui est très curieux, c'est qu'un texte qui n'aurait pas été compris, indépendamment du fait, par exemple, que les grands scolastiques, que ce soit la scolastique musulmane comme les scolastiques chrétiennes avec Thomas d'Aquin, ils ont lu essentiellement la métaphysique d'Aristote pendant tout le Moyen-Âge, et la politique d'Aristote n'était pas lue à l'époque. De toute façon, elle ne pouvait pas être comprise. D'après ce qui semble, les premiers qui s'intéressent vraiment à la politique d'Aristote, c'est Juan Inés de Sepúlveda, ce personnage qui a discuté avec Las Casas lors de la célèbre dispute de Valladolid, etc., en 1550, de l'ère chrétienne, bien entendu. Et donc, lui va traduire la politique d'Aristote du grec au latin en 1548. Donc, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on peut dire qu'il connaissait la politique d'Aristote, indépendamment du fait qu'il n'aurait pas pu lire les autres. Sans doute, il avait lu la métaphysique, etc. C'est tout à fait normal parce que c'était dans l'ordre des choses, d'autant plus que c'était un religieux, un théologue. Hein? Mais ce qui était curieux, c'est qu'il va donner la première interprétation de la politique d'Aristote en disant qu'Aristote, c'est le théoricien du droit naturel de l'esclavage, de l'esclave selon donc les principes du droit naturel. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des textes qui sont dans la politique d'Aristote, les textes que nous avons hérités, comme j'ai dit, qui sont des textes apocryphes, comme par exemple, je vais commencer par celui-là. Et vous avez sans doute entendu parler, dans les premiers livres de la politique d'Aristote, il y a ce célèbre passage qui correspond à la 1.5 de la politique d'Aristote, selon lequel ce qu'on déteste le plus, c'est le prêt avec intérêt, parce que le prêt avec intérêt n'est pas donc est le résultat d'une négation du rôle normal et naturel de la monnaie qui sert pour l'échange, et donc c'est la monnaie qui s'auto-reproduit elle-même. Et cet interdit est resté pendant toute l'époque du Moyen-Âge, donc jusqu'en réalité à 1679, en Angleterre, avec l'Habeas Corpus Act. À partir de ce moment-là, donc commence la pratique du prêt avec intérêt au sens normal du terme. Tandis qu'Aristote, lui, ce texte n'est pas d'Aristote, ça c'est tout à fait évident. Parce qu'Aristote nous dit plusieurs fois dans son œuvre, non seulement dans la politique, mais dans l'éthique Nicomaque, et par exemple dans l'éthique à Édème aussi, etc., il nous dit une chose, c'est que la monnaie en grec s'appelle nomisma, qui vient donc du nomos droit. Donc, et le propre du droit, c'est de s'auto-reproduire à partir de lui-même. Sinon, il n'y aurait pas de jurisprudence, par exemple. C'est les commentaires du droit, c'est les commentaires du commentaire du commentaire. C'est toujours donc les droits, ça se développe à partir des principes, et puis ça devient des règles, et ces règles s'autodéveloppent à partir d'elles-mêmes, etc. Donc, si le propre du droit, c'est de s'auto-reproduire à partir de lui-même, il est tout à fait normal que la monnaie puisse se reproduire à partir d'elle-même. Simplement que cette autoreproduction doit être encadrée par les droits. Et c'est ça qui se passe actuellement. Il y a un taux de base, il y a un taux limite qui est le taux d'usure. Par exemple, qui existe dans les pays développés actuellement, tous les pays développés. Tandis que dans les pays développés, il n'y a pas de taux d'usure.
C'est ça le grand problème. C'est la raison pour laquelle ils pratiquent les taux d'usure avec une facilité absolument énorme, etc. Tandis que dans les pays développés, c'est interdit. Et cette interdiction va commencer en Angleterre à partir de 1828. Donc, pour vous dire que donc, il y a cette idée selon laquelle les crédits devaient être encadrés par les droits est quelque chose qui va apparaître tardivement. Mais normalement, si Aristote avait développé, parce qu'il faut que je rappelle une chose essentiellement, la politique d'Aristote, il n'a pas terminé, au moment de sa mort, il n'a pas terminé ce texte. Ce texte donc a été gardé dans une cave pendant presque 3 siècles, etc. Et d'après ce qui semble, tous ces textes avaient été bouffés par des mythes, et c'était très mythé, de telle sorte qu'Andronikos de Rhodes, celui qui est en principe, celui qui a publié les textes que nous connaissons, et donc a dû réécrire, toucher son œuvre. Donc il y a des passages, des choses qui ne correspondent pas. Parce que si on dit que le crédit est en mal, à partir de ce moment-là, on est tout à fait en contradiction avec la thèse fondamentale d'Aristote, selon laquelle la monnaie, c'est un produit du droit, c'est du droit objectivé. Donc, à partir de ce moment-là, donc on se trouve avec une contradiction. Au moins qu'on se dise, probablement, Aristote était sous au moment où il a écrit ça. Mais il ne pouvait pas le dire, c'est pas possible, ça ne rentre pas dans la logique. Par contre, dans l'éthique à Nicomaque, il parle de l'usure et il critique terriblement l'usure. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier que c'est à cause du texte que nous avons hérité que pendant tout le Moyen-Âge, le crédit était interdit. Et l'Église va le rappeler jusqu'à la fin du XVIIIe. L'Église, même du début du XIXe, l'Église va rappeler l'interdit du prêt avec intérêt. Donc, de l'autre côté, par exemple, Aristote, en ce qui concerne la monnaie, il savait très bien que la monnaie jouait un rôle fondamental. Et il disait constamment, il dit plusieurs fois en tout cas, qu'il n'y a pas de vie sociale sans échange sans commune mesure, c'est-à-dire sans monnaie. Et par exemple, il nous dit dans un autre passage, d'ailleurs de l'éthique de Nicomaque, de l'éthique à Nicomaque, il va dire que la monnaie est la mesure commune. Il va ajouter, c'est la manifestation des besoins que nous avons les uns des autres et qui sauvegarde la vie sociale. Rappelons simplement que pour Marx, qui est dit avoir lu Aristote, et surtout la politique d'Aristote, et qui considère qu'Aristote c'était le grand penseur, le plus grand penseur que l'humanité avait produit, etc. Par exemple, dans la Grundrisse, dans les fondements à l'économie politique de 1857, Aristote va dire la monnaie et la valeur d'échange sont la manifestation de la vénalité et de la prostitution universelle. Rien de plus, rien de moins. Donc la monnaie, il faut la détruire. Donc il faut revenir à la valeur d'usage et sortir de la valeur d'échange. La valeur d'échange et la monnaie sont la manifestation donc, de la vénalité et de la prostitution universelle. Tandis que pour Aristote, donc, la monnaie était fondamentale. Ce qui est très curieux, c'est qu'il n'a pas développé justement la pratique du crédit. Il n'a pas développé dans les textes que nous avons hérités. Dans les textes que nous avons hérités, il y a cette interdiction, nous le savons très bien. De l'autre côté, il y a un autre texte qui apparaît aussi dans le livre 1, et c'est le livre 1.5 cette fois-ci. C'est précisément ces deux passages où il parle de l'esclavage naturel, comme un droit naturel. Et ces deux passages, parce que ce qui était curieux, c'est que par exemple, pour revenir à Sepúlveda réduit les 700 pages du texte d'Aristote à deux passages du premier livre, simplement. Et c'est l'interprétation qui est restée jusqu'à présent, curieusement. Et c'est sans doute le texte d'Aristote qui a été le plus lu après, normalement, donc la métaphysique, parce que la métaphysique au Moyen-Âge a été lue terriblement.
Ça, c'est tout à fait évident, et pas simplement du côté chrétien, mais du côté musulman. Et donc, il nous parle du fait qu'il y a des esclaves par nature, qu'il y a des gens qui naissent libres et d'autres qui naissent esclaves. Il y a des esclaves qui sont esclaves par nature. En plus, il ne faut pas oublier, par exemple, que pour Sepúlveda, dans sa célèbre discussion controversée à Valladolid, il va soutenir le fait que les Indiens étaient esclaves par nature. Or, ces textes ne correspondent pas à Aristote. La thèse principale de la politique d'Aristote, c'est de dire que l'être humain est par nature un animal politique, que l'homme est par nature un animal politique. Et ils reviennent là-dessus dans l'éthique à Nicomaque. Il dit l'homme est un être politique et destiné à vivre normalement en société, c'est-à-dire à s'intégrer dans une communauté politique. Parce que pour lui, lorsqu'il dit que l'homme est par nature un animal politique, il dit que c'est donc en puissance, il est destiné à devenir un animal politique. Et toutes les sociétés à devenir des sociétés politiques. Parce que la seule société politique qui existait à l'époque, où les seuls, c'était les cités grecques, et particulièrement Athènes, etc., qui commençaient à développer donc les concepts du politique. Ce qui est très curieux, donc, c'est que ces textes ne correspondent pas à Aristote. En plus, si on prend la célèbre idée de Juan Inés de Sepúlveda, jamais Aristote a dit que toute une population était des esclaves par nature. La thèse de Sepúlveda vient tout simplement de la célèbre interprétation de la géographie et de l'histoire de l'époque. C'est de dire, par exemple, si nous prenons le cas d'Isidore de Séville, qui est mort en 636, il va développer la célèbre carte du thé dans l'eau. J'ai fait ici une petite représentation. Thé dans l'eau. Ça veut dire que donc c'est un rond, c'est l'eau, c'est l'océan. Le thé, c'est la terre, et la terre est divisée en 3 continents. L'Europe, donc l'Asie au nord, et l'Europe au sud, et l'Afrique au sud, etc. Bon, c'est ça c'est la célèbre carte du thé dans l'eau. La terre était plate, était ronde, était entourée de l'océan. Aux limites de l'océan, il y avait des abîmes absolument impressionnants, etc. C'est ça l'idée qu'il avait. Et à ce niveau-là, donc, c'est cette histoire de la célèbre anecdote de l'Ancien Testament, selon laquelle Noé a eu 3 enfants, et c'est ces enfants qui ont peuplé les 3 continents qui existaient. Il a eu les 3 enfants, dont Sem, Cham et Japheth. Et bien entendu, Cham, c'est le fils maudit, et c'est la raison pour laquelle, donc, soi-disant, donc, les Noirs étaient des descendants de Cham, et c'est la raison pour laquelle ils étaient par nature des esclaves. Et par la suite, on va ajouter les Indiens. C'est ça la réalité, l'interprétation qu'aurait dû donner, donc Sepúlveda connaissait très bien. Mais en tout état de cause, disons, du point de vue de la politique, du texte de la politique, au-delà du premier livre, qui a été sans doute la partie qui a été la plus réécrite, etc. Et puis il y a d'autres parties, mais de toute façon c'est tout à fait normal de constater une chose, c'est que pour Aristote, l'homme est par nature un animal politique, parce que la nature d'une chose est sa fin, nous dit-il. C'est donc à la fin que nous constatons que la chose est ce qu'elle doit être. Donc l'être humain, lorsqu'il est un enfant, ce n'est pas un homme. L'homme accompli, l'être humain accompli, c'est l'être adulte. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il parle de la nature. La nature d'une chose, par exemple, si on prend une petite plante, c'est à partir du moment, non pas à sa naissance, que c'est sa réalité, c'est lorsqu'elle est accomplie, lorsqu'elle devient un arbre, par exemple. C'est ça qu'Aristote veut dire, donc par nature, c'est de l'être accompli, qui parle normalement. Donc en réalité, ces passages, et surtout les passages sur l'esclavage,
De toute façon, ça c'est tout à fait évident, parce que pour Aristote, le pouvoir du politique, c'est un pouvoir d'hommes libres et égaux. C'est-à-dire donc il y a un principe d'égalité, il y a un principe du fait donc d'hommes libres en réalité. C'est une communauté d'hommes libres, ce n'est pas une communauté de maîtres, de rapports de maître-esclave. La communauté politique est dans son interprétation. Parce que nous allons voir que pour Aristote, le politique est un processus d'accomplissement. Et c'est le seul qui est en réalité une vraie philosophie du politique. Parce que, par exemple, on va voir dans le cas de Marx qui a très bien compris, par exemple, que pour Aristote, le fondement du social, c'est le droit. Je pense qu'il a compris, puisqu'il a lu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Ce n'est pas possible d'échapper à cette constatation. C'est que pour Aristote, le social, c'est du droit objectivé. Et par la suite, il y a l'économie et les politiques qui sont des manifestations du droit. Et d'ailleurs, le mot d'économie le contient ikos nomos, c'est-à-dire l'économie, c'est un moment du droit. C'est une manifestation du droit de la même façon qu'elle est l'économie. L'économie, c'est des manifestations du droit et de la même façon qu'elle est les politiques. Et c'est ça que je vais dire précisément. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, quel est le processus par lequel Aristote arrive à constater ces mouvements et dans son processus d'accomplissement. Il se rend compte d'une chose, parce que pour lui, il est tout à fait normal, nous ne sommes pas dans le cas du monothéisme, et les valeurs d'ordre universel ou les valeurs en général ne sont pas issues de l'idée d'un Dieu ou quelque chose comme ça, etc. Il constate une chose, l'être humain est le seul animal à avoir les sentiments du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et c'est cette communauté de sentiments qui donne naissance à la famille et à la cité. C'est-à-dire donc il y a à la base de tous ces processus qui va se développer dans les droits, l'économie et les politiques, c'est l'éthique. L'éthique est le fondement. L'éthique se manifeste dans les droits et les droits se manifestent par la suite dans l'économie et dans les politiques. Tandis que pour Marx, vous le savez très bien, parce que le seul avec lequel on peut le comparer en réalité, parce qu'il a la prétention d'une philosophie de l'histoire, aussi d'une philosophie politique, est Marx. Marx considère que c'est l'économie le fondement du social, et que la politique et les droits font partie de les superstructures. Et en plus, Marx non seulement il ne va pas constater comme Aristote qu'il y a un processus d'accomplissement, sinon que normalement pour lui, et bien entendu selon sa philosophie de l'histoire, il y a négation du droit de l'économie et du politique. Et tout d'abord, c'est la négation de l'économie. Et la négation de l'économie va donner la négation du droit, les dépassements, par exemple, du droit bourgeois, ou la disparition de l'État, etc., etc. Ça fait partie de l'idée fondamentale de Marx. Tandis que pour Aristote, à la différence de Marx, il s'agit d'un processus d'accomplissement. Les droits, l'économie et les politiques doivent s'accomplir. Et donc, c'est le règne du droit, pour ce qui est tout d'abord le règne du droit, parce que pour lui, il y a une idée fondamentale, il y a une force fondamentale qui permet le développement de tout ça, c'est l'idée de la justice. La justice, par exemple, est subjective, pour ce qui est le social. La justice est tout d'abord subjective, tout d'abord dans le social, sous la forme de la justice corrective, qui est le rapport donc aux différentes formes du droit, que ce soit les droits civils, les droits pénals, les droits du travail, etc., etc. Et par la suite, la justice se manifeste au niveau de l'État, et ça donne justement la justice contributive et la justice distributive. La justice contributive, elle sert précisément à la contribution publique.
c'est-à-dire la formation de la chose publique, c'est-à-dire donc du budget de l'État à la base, c'est donc la justice contributive, qui suit des principes qui ne tendent pas à l'égalité, parce que la justice veut que l'égal soit traité en égal et l'inégal en inégal. Et en quoi sommes-nous égaux? Nous sommes égaux devant les droits, mais nous sommes inégaux devant la chose publique. Par exemple, il est tout à fait normal qu'en ce qui concerne la contribution et les paiements des impôts, on ne paye pas tous la même chose. Les plus riches payent plus et les moins riches payent moins, et ceux qui n'ont pas, ils payent rien, etc. Donc il y a il y a un principe d'égalité. En ce qui concerne maintenant la justice distributive, elle est faite il y a deux parties de la justice distributive. La distribution de ce qu'on appelle l'aide sociale et de l'autre côté les dépenses publiques. Pour les aides sociales, il dit concrètement ce qu'il appelle la première partie de la justice distributive, c'est de donner à ceux qui ont besoin et non pas à ceux qui n'ont pas besoin. Voilà le principe. Et en ce qui concerne donc les dépenses publiques, les dépenses de fonctionnement, il s'agit selon le principe de choisir les gens selon leur capacité à contribuer au bien-être général. Il ne s'agit pas de donner des postes à n'importe qui, que ce soit un ami ou quelqu'un qui est de la famille, etc., etc. Il s'agit tout simplement de choisir en fonction d'un critère éthique. Toute la philosophie d'Aristote est précisément baignée dans ce principe de l'éthique. En ce qui concerne maintenant les politiques, pour comprendre le processus du politique, nous devons tenir compte de ce qu'on appelle les concepts qui se sont développés avec la réforme de Clisthène, moins 508. La réforme de Clisthène, bon, il y a une réforme de la cité, etc., qui n'a aucune importance, avait une importance à l'époque, etc., qui va augmenter le nombre de citoyens et tout ça, etc. Mais ce qui est très curieux, c'est que ça va donner naissance, vont surgir spontanément trois concepts de base, qui sont l'isotymia, isonomia, isocratie. Et il y a un quatrième qui va surgir, mais qui n'a pas d'importance, c'est l'isegoria, l'égalité devant la parole publique, etc., dans l'agora, l'égalité de temps de parole, etc. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le concept de l'isotymia, qui va être développé précisément par Alexandre Kochev, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, si vous le situez. Par la suite, il va être développé par Fukuyama, et actuellement, il est développé par Peter Sloterdijk, le philosophe allemand. Et je l'ai développé moi-même dans mon introduction à la théorie et à la philosophie du droit. Le concept de l'isotymia me semble quelque chose de fondamental. Le concept de l'isotymia, parce que isos égale, timos dignité, et l'égalité en dignité, c'est la façon comme on l'a traduit de la façon la plus précise, etc. Alexandre Kochev défend cette traduction de la même façon que Sloterdijk actuellement. Tout le monde défend cette traduction, qui est de dire égalité en dignité. Égalité en dignité veut dire que tout être humain est égal, toujours en puissance. Il y a une égalité en puissance. Par exemple, Aristote va interpréter cette égalité en puissance en disant les singuliers, il est dit précisément dans la métaphysique B4, il est dit précisément les singuliers est ce qui est un numériquement, tandis que l'universel est ce qui se manifeste en première instance dans toute singularité. Et l'universel en question, c'est l'humain précisément. C'est que pour ramener les choses à sa plus simple expression, et il faut dire que ce qu'Aristote voulait dire, c'est que tout chien est un chien, que tout klebs est un clébard, de la même façon que tout être humain est un être humain.
C'est ce principe de l'égalité en puissance. C'est ça qui va donner l'égalité devant les droits, qui va permettre le passage précisément à l'égalité devant les droits. Et l'égalité devant les droits va donner la possibilité, bien entendu, de l'égalité devant les pouvoirs, l'isocratie, l'égalité devant les pouvoirs, qui veut dire la communauté d'égaux. Ce qui veut dire que du point de vue du politique, si nous prenons par exemple ces trois concepts, Aristote les voit très bien. Si on suit la logique des trois concepts qui sont la base de la philosophie politique grecque, donc on se rend compte qu'il y a à la base donc, l'idée de l'égalité en dignité. L'égalité en dignité veut dire que tout être humain est un être humain, et qui veut dire toute singularité, parce que lorsque nous parlons de toute singularité, comme le dit Aristote, c'est le masculin et le féminin. L'homme n'est pas la seule singularité, la femme est aussi une singularité. C'est-à-dire qu'il y a une égalité en puissance. Et c'est cette égalité en puissance qui doit donner l'égalité devant les droits, et l'égalité devant les droits doit donner par la suite l'égalité devant les pouvoirs, c'est-à-dire l'isocratie. C'est-à-dire qu'en réalité, le politique est pour Aristote un processus d'accomplissement. Et ce processus d'accomplissement passe par l'état de droit. La première manifestation, c'est l'état de droit. C'est-à-dire c'est le fait que c'est le droit qui domine le social. Et par exemple, si nous prenons par exemple l'histoire de l'Occident, avec concrètement la déclaration des droits anglaise de janvier 1689, etc., où il est dit le roi n'est pas au-dessus de la loi. C'est la première manifestation de l'état de droit, lorsque ça apparaît dans l'histoire occidentale. C'est-à-dire apparaît sous sa forme première. Parce que lorsqu'on parle de l'égalité devant les droits, cela veut dire qu'il y a égalité non seulement devant donc les droits civils, mais aussi les droits pénals, etc., et les droits du travail. N'oublions pas les droits du travail. N'oublions pas, par exemple, qu'en France, il y a deux sortes de citoyens, ceux qui ont un droit à la sécurité de l'emploi et ceux qui vivent dans l'insécurité de l'emploi. Il n'y a pas d'égalité, nous ne sommes pas en égalité devant les droits du travail. Et ça veut dire que l'état de droit doit accomplir précisément. C'est un processus d'accomplissement. Par exemple, dans ça, c'est le passage de la politique d'Aristote. Il est dit la communauté sociale existe en vue de l'accomplissement du bien et non pas en vue de la vie en société. Et en politique, les biens n'est autre, dit-il par la suite, en politique, les biens n'est autre que les justes, autrement dit, l'intérêt général. Ça veut dire que donc l'état de droit doit donner naissance à son tour précisément à cette communauté d'égaux. Cette communauté d'égaux, ce n'est pas un concept d'Aristote. Le concept de la communauté d'égaux, il est d'Aristote. Et d'ailleurs, par exemple, à un moment donné, Madame Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron, vous avez entendu parler d'elle, elle est très connue en France. Et donc, elle a publié en 1994 un texte qui s'appelle La communauté d'égaux. Elle a cru sincèrement avoir inventé ce concept, et quelques mois après, elle écrit un texte dans Le Monde pour dire « Je me suis trompé, en réalité, ce concept vient de la tradition aristotélicienne ». Elle a eu donc la honnêteté de reconnaître sa faute. Ce n'est pas un concept qu'elle avait inventé, c'est un concept qui vient de chez Aristote. Et c'est l'accomplissement du politique, parce que le politique s'accomplit dans précisément l'isocratie, l'égalité devant le pouvoir. C'est-à-dire que c'est la communauté d'égaux. L'État accompli en lui-même, c'est une communauté d'égaux. Et d'ailleurs, Aristote le dit lui-même, l'État est une forme de communauté d'égaux en vue de bien vivre. L'État accompli en lui-même. Ça veut dire que donc, il n'y a pas comme chez Marx la négation de l'économie, du droit et du politique, il y a chez lui précisément l'accomplissement de l'économie, du droit et du politique. C'est-à-dire donc que chez Aristote, nous assistons à un accomplissement du principe de l'égalité.
Et l'égalité dernière, c'est l'égalité donc des citoyens, c'est la communauté d'égaux, parce que tous les citoyens doivent avoir en même temps la possibilité d'accéder au pouvoir à tour de rôle, donc au droit de gouverner et d'être gouverné. Ça peut paraître une sorte d'idéalisme, mais c'est l'idée fondamentale. L'idée fondamentale du politique, c'est d'arriver à l'accomplissement de la communauté d'égaux, c'est-à-dire de l'état de justice. C'est ça l'idée fondamentale d'Aristote. Bien entendu, il y a, en ce qui concerne donc les problèmes d'Aristote, c'est le fait qu'il va réfléchir à l'idée du politique, à l'idée de la cité. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'il meurt un an après, donc Alexandre le Grand, qu'on appelle le Grand, Alexandre, et c'est la raison pour laquelle il devra quitter Athènes, parce qu'en même temps, les gens d'Athènes étaient en train de se révolter précisément contre ce pouvoir de Macédoine, et donc le pouvoir d'Alexandre, et c'est la raison pour laquelle il doit quitter Athènes. Et il va mourir donc tout de suite après, etc. Mais le problème, c'est qu'Alexandre va donner naissance à un empire. Et donc l'idée de la cité, l'idée de la police, l'idée du politique va disparaître. Et va disparaître pendant des siècles et des siècles. Donc ce qui est curieux, c'est que curieusement, donc, on n'a pas publié son œuvre, mais en plus, donc cette œuvre, même si elle avait été publiée, l'œuvre que nous avons héritée, les textes fondamentaux et particulièrement la politique, il est tout à fait évident qu'à l'époque, il n'aurait pas compris. C'est-à-dire, si d'ailleurs, depuis lors, on lit la politique, on n'arrive pas à se rendre compte que c'est un processus d'accomplissement, et c'est le principe de la... Et la politique est basée sur le principe de l'égalité, de l'égalité de tous les membres de la communauté et du principe du fait que les citoyens sont les sujets du pouvoir et que tous les membres de la communauté sont des citoyens et que l'État est une communauté de citoyens. C'est ça qui était curieux. Bien entendu, il n'a pas réfléchi les problèmes de la communauté internationale, de la communauté des nations. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Il y a un passage dans le livre 7, précisément, où il donne une idée. En réalité, c'est un texte aussi apocryphe, à mon avis. C'est-à-dire où il parle du fait que il nous dit concrètement que les gens des pays froids, et particulièrement les gens du nord de l'Europe, sont très courageux, mais ils ne sont pas ni très intelligents, ni ont une capacité technique suffisante. Tandis que les Grecs, eux, ils sont intelligents et ils ont une bonne capacité technique, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent arriver à gouverner le monde s'ils arrivaient à l'unité de constitution. C'est-à-dire, si la Grèce arrivait à s'unir, elle serait capable de gouverner le monde. D'ailleurs, ce texte n'est pas d'Aristote dans la mesure où il dit que les Grecs vivent sous une société et dans une société libre et sur des institutions accomplies. Or, sa politique essaie de nous montrer précisément que ces institutions ne sont pas accomplies en elles-mêmes, qu'il y a tout un processus. Tandis que là, il parle du fait que les institutions sont accomplies et que les Grecs vivent dans une société libre où les institutions sont accomplies en elles-mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle ces textes ne correspondent pas à la logique d'Aristote, parce que dans l'idée d'Aristote, il y a l'idée donc de la communauté d'égaux, il y a l'idée de l'égalité devant les droits, il y a l'idée de l'état de droit, il y a l'idée de l'état de justice, qui sont des processus d'accomplissement, qui impliquent un processus d'accomplissement. Celui qui va donner naissance, en réalité, comme vous le savez, à l'idée d'une communauté internationale, d'une communauté des nations, c'est précisément Kant, dans son texte de 1795, pour arriver à la paix perpétuelle, il s'agissait de créer une communauté des nations. Ça, c'est une idée fondamentale. De la même manière, on peut dire, en ce qui concerne le développement de l'idée aristotélicienne, que malheureusement, ça ne s'est pas produit de cette manière,
Parce que, par exemple, Locke, il n'a pas lu Aristote. À l'époque, on ne lisait pas Aristote. Aristote était condamné par le fait qu'on pensait qu'il s'était compromis avec les scolastiques. On pensait qu'il avait donné les scolastiques et ça ne pouvait pas donner autre chose. Or, la politique d'Aristote, j'essaie de l'expliquer, est un processus d'accomplissement du politique. Maintenant, il reste la communauté internationale, mais la communauté internationale est la création donc d'une communauté des nations. Bien entendu, le grand problème, c'est que nous avons actuellement le problème du Conseil de sécurité où les États-Unis ont tous les pouvoirs et que c'est en réalité l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale que nous avons hérité en quelque sorte. C'est-à-dire c'est donc l'ordre de la après Deuxième Guerre mondiale que nous allons hériter. C'est-à-dire où les États-Unis détiennent le pouvoir essentiel au Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas une vraie communauté de nations. Mais il y a l'idée de la communauté des nations que malheureusement, à l'époque, à la fin du 19e et début du 20e, on ne l'a pas réalisée. Et c'est la raison pour laquelle on a connu les célèbres guerres internationales, surtout la première guerre internationale, la deuxième. Donc nous savons que Wilson a introduit la communauté des nations, mais que les États-Unis n'ont pas fait partie de la communauté des nations, et en plus il y avait d'autres sociétés qui étaient en contre ces principes de la société des nations, comme ça va être le cas de l'Allemagne, le cas de l'Italie, le cas du Japon, etc. etc. C'est-à-dire donc que la communauté des nations va disparaître. Mais il est évident qu'il faut une communauté des nations, c'est-à-dire que par-delà les politiques, il y a l'idée du cosmopolitique. De la même façon, par exemple, que si bien il est vrai qu'Aristote voit très bien le rôle de la monnaie, et voit la monnaie comme quelque chose d'essentiel, c'est là que le premier à réfléchir, et précisément ça va donner la célèbre théorie quantitative, selon laquelle il ne s'agit pas de tenir compte uniquement, il ne faut pas tenir compte uniquement de la quantité de monnaie, mais il faut tenir compte aussi de la vitesse de circulation. Et la vitesse de circulation est la manifestation du crédit. Et c'est-à-dire que Locke va accomplir ce qu'Aristote aurait dû faire, normalement en parlant du crédit, mais le problème c'est que le crédit n'aurait pas pu se développer de la même façon que ça s'est développé en Angleterre, parce que dans l'Angleterre nous avons affaire à un phénomène particulièrement important. C'est le fait concrètement de l'apparition de ces mouvements et qui va naître précisément avec une révolte des paysans en Angleterre en 1607. 1607 qui va donner le célèbre mouvement des nivellers, des levelers, le fait d'arriver à un nivellement social. C'est ça le but. Et il ne faut pas oublier que les levelers vont donner un programme politique absolument impressionnant, qui est le premier programme absolument moderne, et que Locke va être la continuité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Locke c'est le premier à voir du point de vue économique la nécessité d'introduire la théorie quantitative pour pouvoir comprendre l'économie internationale et pour pouvoir comprendre l'économie en tant que telle. Donc, ce qui était curieux, c'est qu'Aristote avait les possibilités de développer une théorie quantitative, mais il ne va pas les développer, parce que c'est un texte qui n'a pas terminé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Probablement, il aurait pu aller au-delà de la simple constatation du fait qu'il y a une quantité de monnaie. Mais en ce qui concerne la monnaie, je voulais simplement l'expliquer en dernière instance. Il y a chez Aristote quelque chose de très particulier. Parce que pour lui, il insiste constamment sur le fait que la monnaie est un produit du droit. Que la monnaie s'appelle nomisma, comme je viens d'expliquer. Que c'est un produit du droit. Et que nous avons le pouvoir de la changer. Et de faire en sorte qu'elle cesse d'être, dit-il, dans un célèbre passage de l'éthique à Nicomaque. Ce qui était curieux, c'est qu'Aristote ne réfléchit pas la monnaie dans la réalité qu'il a connue. Car il ne faut pas oublier que la monnaie à l'époque était métallique, que c'était l'argent métal qui était la monnaie, tandis que l'or servait pour les échanges au niveau international, tandis que les monnaies particulières étaient l'argent métal.
Or, l'argent en métal, on ne peut pas le faire disparaître et donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est en quelque chose irréfléchi l'idée de la monnaie dans le sens que nous la connaissons actuellement. Parce que la monnaie actuelle est un produit du droit, au sens pur du terme. Ce n'est pas le produit des conditions matérielles, donc de l'existence du bimétallisme comme dans la tradition et de la façon comme Aristote l'a vécu. Ce qui était curieux donc est que nous avons la possibilité de changer de monnaie. C'est-à-dire qu'il fait référence en quelque chose au principe de la souveraineté monétaire comme quelque chose de fondamental. Parce que comme on essaye de l'expliquer, j'essaie de l'expliquer dans d'autres textes, la souveraineté monétaire est le fondement de la souveraineté politique. Il ne peut pas y avoir souveraineté politique sans souveraineté monétaire. De là la nécessité, bien entendu, de sortir de ces désordres économiques que nous connaissons actuellement au niveau international et que curieusement Aristote nous permet de comprendre. Car il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde où il y a une nation qui détient les droits et les privilèges d'émettre la monnaie internationale, et ce qui est curieux, c'est que son président actuel pense qu'il se fait exploiter par les autres. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, quelqu'un comme Barney Eichengreen, un des plus grands spécialistes de la monnaie aux États-Unis, qui est de l'université de Berkeley, il disait en 2010, son texte a été publié en 2010, il disait précisément que les États-Unis tirent un bénéfice de 1000 milliards de dollars par an par le fait d'avoir le droit d'émettre la monnaie internationale. C'est-à-dire donc qu'ils gagnent un argent absolument impressionnant. Car il ne faut pas oublier, lorsqu'on parlait de 1000 milliards à l'époque, cela veut dire à l'époque 2 fois la valeur des exportations de la France et 5 fois la valeur des exportations du Brésil. Et donc, Trump parle actuellement du fait qu'il s'est fait exploiter par les autres, par les pays occidentaux et particulièrement par le Mexique, parce qu'il s'attaque au Mexique parce que c'est plus facile que s'attaquer à la Chine. Ça, c'est tout à fait évident. Et bien entendu, les Mexicains vivent cette histoire d'une façon absolument terrible. Et dernièrement, il parlait des fins du monde. Parce que si Trump faisait quelque chose, et chaque fois qu'il parlait, il provoquait l'effondrement du peso mexicain. Donc la dévaluation du peso. Mais ce qui était curieux, c'est que plus le peso se dévalue, plus ces produits deviennent concurrentiels. Plus donc les besoins de délocalisation des États-Unis se manifestent comme une nécessité. Donc, c'est-à-dire, il me semble qu'Aristote nous donne les éléments de base pour pouvoir comprendre l'ordre monétaire international. Voilà ce que je vais vous dire. Merci.